merci d'être venu. Donc je m'appelle Goulen Le Fur, je bosse à OBO depuis quasiment le début de la boîte. C'est une boîte qui a 7 ans d'existence, moi j'y bosse depuis 6 ans. Je suis consultant là-bas, donc en fait c'est un titre un peu générique pour dire que je fais un petit peu tout. Comme j'étais là depuis le début, j'ai un peu touché à tout, donc je développais, j'allais voir les clients, je faisais le site web. Donc voilà, et depuis qu'on s'est un peu structuré, maintenant je fais pas mal de présentations comme ça, pour présenter un peu notre approche et pour présenter ce qu'on fait comme outil. Là c'est un petit peu dévié, je ne vais pas vous faire une présentation de ce que fait OBO, parce que Samuel m'a mis la pression en disant c'est orienté développeur, donc les ateliers génériques poète, c'est pas le sujet. Donc j'ai réorienté la présentation sur Eclipse 4 et sur Axeo, dans l'idée de vous présenter en fait des exploitations qu'on fait des modèles, ce qu'on appelle des modèles, ce que les gens appellent classiquement du MDA, du MDE, du tout ce qu'on veut, et voir en fait à quoi ça sert aux développeurs, donc quel genre d'application on peut en faire pour les développeurs et non pas pour faire soit de la conception, soit de l'urbanisation. Effectivement, c'est des domaines qu'on voit régulièrement, mais voir aussi que ça peut aider au développement de tous les jours. Voilà, donc ouais, juste pour préciser, Eclipse 4, effectivement, je me suis concentré sur la partie développement de plugins. Alors pourquoi? Parce que déjà, je ne suis pas là venu pour évangéliser Eclipse dans quoi que ce soit, je ne suis pas là en leur nom, ils ne m'ont pas payé. Donc, Par contre, effectivement, avec la dernière version, ils ont amené un système de développement pour leurs applications qui sont assez sympas. Qui colle bien au sujet, donc voilà, ça adresse bien ma présentation. Juste pour savoir, il y a des utilisateurs d'Eclipse déjà. Oh, génial. Il y a des développeurs de plugins Eclipse. Oh, il y a longtemps. 3 ans, donc Eclipse 3 plutôt. Ah, Eclipse 3. Voilà. Je vais présenter un peu quelques nouveautés. Voilà, je vais y revenir après. Comme je le disais, les modèles, effectivement, on en utilise pas mal, on a pas mal des idées pour les aspects conception, les modèles UML, les trucs qu'on imprime sur les murs pour faire vachement sérieux les mecs qui pensent bien leurs applis. Mais nous, on essaie d'en faire une application un petit peu plus concrète, un truc qui essaye un petit peu de nous économiser du temps et de la peine. Donc l'utilisation des modèles a plusieurs avantages. On va avoir principalement au niveau abstraction. Donc l'idée c'est de fournir des outils qui permettent de produire des applications plus simplement en mettant en place des concepts plus faciles à manipuler, plus faciles à configurer. L'avantage des modèles, c'est que mine de rien, il y a pas mal de monde qui y bosse depuis un moment et qu'en termes de tooling, on commence à avoir des trucs un peu sympas. Donc les outils HMDA au début c'était la croix à la bannière, c'était surtout les grosses SS2I qui mettaient ça en place avec des projets monstrueux. Maintenant ça va un petit peu mieux, on a quand même maintenant des petits outils qui sont plus sympas à utiliser, qui peuvent être faciles à mettre en œuvre au jour le jour. Et donc c'est ce que je vais essayer de vous présenter. Donc comment exploiter ces modèles? J'ai dit qu'il y avait deux grands moyens, mais il y a 3 grands moyens, donc les imprimer sur les murs pour faire de la tapisserie, ou sinon les exploiter de 2 manières. Enfin, il y a 2 grands moyens de les exploiter, c'est ce qu'on appelle la runtime. Donc en fait, on met un modèle dans l'application et en configurant, en changeant le modèle, on configure l'application ou on la change. Et puis le deuxième grand mode d'exploitation, c'est via du tooling. Donc là, basiquement, ça va être de la génération de code. Donc on fait des modèles et on crache du code, toutes les parties un petit peu pas très sympa à faire. Donc je vais vous présenter une application dans chaque cas. Donc Eclipse 4 sur la partie runtime. Donc ils ont mis un modèle au cœur de la plateforme Eclipse pour développer des plugins. Et en fait, au fur et à mesure qu'on configure le modèle, l'application évolue.
se développe. Et puis donc, je vais vous présenter Axeo. Donc là c'est le générateur de code que l'on fait. Donc c'est un générateur open source qui prend des modèles et qui est capable de cracher n'importe quelle technologie. Donc je vous montrerai ça un petit peu aussi pour montrer les deux grandes approches d'exploitation du modèle. Donc Eclipse 4, c'est pas deux fois que je fais une faute de frappe en mettant un E devant le 4. Donc je vais vous expliquer un tout petit peu Eclipse sur la version 4, juste pour remettre au point les choses. Donc en fait, Eclipse est en version 3 depuis un bon moment. Ça doit être depuis 2001, je pense. Et donc ça c'est un bon moment qu'on essaie sur cette version 3 qui avait comme principal avantage une grosse stabilité. Ça a été fourni par IBM. Les mecs qui voulaient développer, ils s'éclataient bien, on profitait du code d'IBM. Par contre, c'était quand même une plateforme qui avait bientôt 15 ans, quoi. Donc qui avait ses limites. Et au fur et à mesure qu'on exploitait Eclipse, qu'on développait des nouveaux plugins dessus, on commençait à se frotter vraiment à la problématique. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a quelques années, il y a des gens qui sont proches de la plateforme qui ont décidé de mettre en place un projet d'incubation qui serait destiné à définir le futur de la plateforme. Et donc c'est ce projet qui s'appelle IFOR, donc le nom de code qu'on utilise souvent pour la plateforme en version 4. Donc c'est seulement la plateforme, la plateforme sans les utilitaires dédiés à l'édition Java, au CVS ou maintenant à Git. C'est vraiment la plateforme qui s'appelle IFOR. Et donc quand ce projet d'incubation a fini par fournir une version qui paraissait suffisamment utilisable, c'est là où ça a été reversé dans la branche principale d'Eclipse et que c'est devenu Eclipse 4. Donc c'est pour ça qu'il y a ces deux appellations. Eclipse 4 c'est vraiment la version relisée et IFOR c'est le projet d'incubation qui vise à développer le futur de la plateforme. Je vous ai fait un tout petit historique, bon, ils aiment bien communiquer dessus, hein, ils essayent de forcer sur les aspects open source, donc ils font beaucoup de communication sur le sujet. Donc globalement, si on reprend un peu l'historique, en 2008 ils ont commencé à se dire donc ça serait bien que ça y est, on passe une étape sur Eclipse. Ils ont fait des premières reviews en 2009-2010 où il y a eu pas mal de retours. En 2011, donc l'année dernière, ils ont fait une première intégration alors au release train, c'est-à-dire dans Eclipse, mais par contre c'était pas encore, la plateforme elle-même n'était pas appuyée dessus, c'était juste qu'on pouvait s'amuser à installer des plugins et commencer à jouer avec. Et cette année, avec Eclipse Juno, ça y est, maintenant c'est la plateforme de base. Donc là on est en mode schizophrène, dans le sens où on a une version en Eclipse 3 et une version en Eclipse 4 actuellement. Si vous allez sur le site en téléchargement par défaut, ils vont vous fournir un Eclipse 4, mais vous pouvez encore trouver Eclipse 3.8. Donc Indigo était Eclipse 3.7, donc vous pouvez trouver Eclipse 3.8 qui est cette dualité. Normalement c'est fini. Il n'y aura pas d'Eclipse 3.9, jamais. Il y aura peut-être des 3.8, 12, 13, 14, 19, mais il n'y aura plus de 3.9. Normalement, la fondation a décidé d'arrêter et de tout miser sur Eclipse 4. Parce que c'est pas non plus une fondation avec d'énormes moyens. Surtout que IBM a expliqué clairement qu'eux, ils jouaient de moins en moins avec Eclipse et ils faisaient d'autres choses à côté. Donc il faut économiser les ressources et puis il faut commencer à décider sur quel chemin on va partir. Ils ont choisi Eclipse 4, donc on s'y met. Donc voilà pour Eclipse 4, IFOR et tout le patatras. Donc on est vraiment dans une période de migration. Hein. Il y a eu, avec ses avantages et ses inconvénients, donc ses avantages, il y a plein de petits trucs cool qui arrivent, on s'éclate un petit peu. Ses inconvénients, il y a déjà des changements, donc même moi, ça fait quand même maintenant 6 ans que je développe sur la plateforme, donc il y a plein de trucs. Je grince un peu les dents, j'ai un peu perdu mes repères. Donc voilà, donc bon, c'est toute évolution de projet qui a décidé un petit peu de faire une scission comme ça. Donc dans cette réécriture de la plateforme pour combler ses faiblesses, ils ont trouvé deux grands sujets adressés. C'est la façon de configurer l'application Eclipse en elle-même, et donc c'est là où ils ont décidé de mettre un système de modèle au cœur. Pourquoi déjà parce qu'on a un bon tooling de modélisation dans Eclipse. EMF c'est à mon sens le truc le mieux foutu pour faire des modèles. Bon, je
je connais pas tout, mais je pense que c'est quand même pas mal. Donc c'était à disposition, tout le monde commence à bien maîtriser au niveau de la plateforme ces sujets, donc ils se sont dit pourquoi pas en profiter. Et le deuxième gros sujet qu'ils ont décidé de mettre en avant, c'est l'injection de dépendance. Hein, donc ils mettent des annotations partout, globalement, si on veut quelque chose, on n'a qu'à se demander, puis ça me tombe tout cuit dans le bec, c'est magique. Après, ils ont travaillé évidemment sur d'autres aspects. Alors j'ai mis gestion de la localisation, meilleure gestion de la localisation dans Eclipse. Il y a aussi un truc, c'est la possibilité de customiser l'interface graphique en CSS. Donc en fait, ils ont fait un pseudo-portage de CSS sur le toolkit graphique SWT, ce qui rend quelque chose d'absolument ignoble. Mais bon, ça les a éclatés, ils ont fait ça, donc voilà, donc bon, il y a plein de petites features comme ça, mais globalement, les deux gros sujets qui les a occupés ces 4 dernières années, c'était l'application modèle et la partie injection de dépendance. Moi, pour ma part, je vais me concentrer principalement sur l'application modèle, parce que c'est mon sujet. Par contre, on verra, je vais vous montrer un petit peu comment ça se bidouille, donc à un moment, quoi qu'il en soit, je ferai appel à l'injection de dépendance, on pourra en parler, et je pourrai vous présenter le sujet. Donc, l'idée c'est de faire un modèle d'application. Alors, ça évolue au fur et à mesure du temps. Pour pas mentir, jusqu'à cette release, moi je connaissais mon Workbench modèle. Donc, l'idée étant de pouvoir modéliser l'interface graphique d'Eclipse à l'aide d'un fichier de configuration comme ça. Et donc maintenant, ils ont carrément vu les choses en grand et ils ont appelé ça l'application modèle. Alors, sûrement parce qu'on peut configurer effectivement un petit peu de comportement via des handlers. Bon. L'idée est donc de fournir un modèle sous forme d'un fichier, hein, en général nos modèles ils sont sous forme de fichier, à Eclipse, à la plateforme qui va le manger, l'interpréter, utiliser un moteur de rendering et donner la représentation graphique de ce qui est spécifié dans le modèle. Donc là vous avez une petite capture d'écran, donc vous voyez derrière mon éditeur d'application. Je lance Eclipse, il va interpréter et directement il va me sortir l'interface graphique que vous avez sur la droite sans avoir à coder. En fait. Tout ça c'est fait gratuitement pour peu qu'on se donne la peine un peu de rentrer dedans parce que après le modèle est un petit peu touchy. Voilà, donc c'est un petit peu ça l'idée, ils se sont dit on va faire ça. Alors ce qui est assez marrant, c'est que c'est vraiment plus simple au sens où avant on configurait des points d'extension. Alors vous n'avez pas développé de plugin Eclipse, mais ça c'est un petit peu notre cryptonique à nous, c'est des fichiers XML qui servaient à configurer Eclipse. Et c'est un peu la plaie parce qu'on n'a pas de compression, pas d'aide, pas de refactoring, donc ça pétait dans tous les sens. L'outillage il voulait nous aider quand il voulait, et puis voilà, on n'était pas un peu malheureux là-dessus. Donc voilà, donc ils ont fait ça qui est quand même un petit peu plus sympa avec un éditeur live, donc on peut s'amuser à lancer l'application, ouvrir l'éditeur, puis en temps réel changer l'appli pour essayer de jouer un peu avec. C'est un peu sensible la partie live éditeur, j'ai voulu un peu vous faire une démo, puis ça a vite claqué, ça m'a un peu claqué dans les mains, donc on va attendre un petit peu avant de faire la vraie démo qui revient. Voilà. Donc trêve de blabla, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que ça donne. J'ai normalement un petit Eclipse CAD de lancer quelque part. Il est là. Voilà. C'est très joli en rouge comme ça. Donc pour information, je ne l'ai pas encore tout à fait fait, mais la petite démo que je vais vous faire, je vais la pousser sur le GitHub. Je l'ai initialisée sur le GitHub, je l'ai poussée, donc vous pourrez la récupérer, jouer un petit peu avec, et puis me poser des questions, pour revenir dessus. J'essaierai de vous répondre. Donc voilà, donc je me suis amusé à faire un petit plugin destiné à faire une petite application à l'aide d'Eclipse 4. Donc ça ressemble à ça. C'est un projet Java classique. Hein. Il y a déjà un écran très trouble. J'ai essayé d'améliorer un peu la photo. Si on laisse tuer les yeux. Pas sûr que tu puisses faire. Ouais, on va faire. Voilà. Ah, tant pis. J'aurais fait donc voilà, donc globalement il y a un projet Java, un source folder
comme vous utilisez Eclipse, vous connaissez sûrement les source folders absolument vite. Et mon fichier application, globalement il y a quelques fichiers de config, donc ça c'est des fichiers propres au plugin Eclipse, bon, il ne porte pas beaucoup de sémantique. Et il y a notre fameux modèle d'application. Donc quand je l'ouvre, j'ai l'éditeur que je vous ai montré sur la capture tout à l'heure. Donc il présente en fait tout un ensemble d'éléments qu'on peut configurer dans Eclipse, dans notre application pour obtenir notre rendu graphique. Et puis sur la droite, on a les propriétés de l'élément qu'on a sélectionné sur la partie gauche. Donc je l'ai un tout petit peu initialisé pour commencer. J'ai fait une Windows qu'ils appellent une trimmed Windows, que j'ai appelé iframe for database. Bon, j'ai fait une petite appli, dans l'idéal ce sera un viewer de database, donc on se connecte à une base de données, puis ça va chercher l'information et puis ça m'affiche. Donc voilà, donc j'ai créé mon modèle, j'ai créé cet élément-là, et d'ores et déjà, je peux commencer à lancer mon application. Oui, bah, c'est des surprises. Pour obtenir cette superbe application sous vos yeux. Bon, c'est un petit peu léger quand même. On va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus construit. Donc on va pouvoir commencer à rajouter des éléments dans notre Windows. Comme par exemple des perspectives. Bon. Et des parts. Je pense que je peux directement mettre une part comme ça. Hop là. Les fautes de frappe incluses. Et si je relance, oui, sauf que j'ai pas de partage container, donc ça se voit pas bien. Donc j'ai exactement la même chose. Sauf que dedans, en fait, j'ai créé ce qu'ils appellent une part. Alors, qu'est-ce que c'est une part? C'est une partie d'interface graphique que l'on va pouvoir venir peupler avec des widgets. Mais étant donné que je l'ai fait de manière un petit peu brute, on voit pas bien ce que ça donne. Donc, je vais rajouter une part stack, qui devrait être pas mal, et une part. Est-ce qu'on voit mieux? Oui, je vois mieux. Hop, je vais chercher. Voilà, donc déjà on commence à voir alors, ce qui ressemble à des vues, hein, on va pas se mentir, même si Eclipse est en train d'inventer plein de choses, l'idée c'est quand même qu'ils arrivent à faire à peu près des interfaces aussi modulaires qu'avant, parce qu'ils veulent retrouver leur petit. Donc voilà, donc assez rapidement on va arriver à configurer le contenu de notre application. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'application de modèle ne va pas aller jusqu'à définir le contenu des parts. Pourquoi? Parce que ça serait super galère. Autant définir notre workbench, donc les différentes parties de notre application, la façon dont l'espace est géré et dont les données sont réparties, ça a un intérêt comme ça va nous prendre, je sais pas, une cinquantaine de clics, et puis ça va nous économiser pas mal de code, c'est pas mal. Par contre, si on commence à s'amuser à faire toutes les petites widgets, les radios, la façon dont c'est organisé dans l'espace, les comportements, les choses comme ça serait juste invitable, ça serait hors du sujet de la plateforme. Donc ce qu'ils ont fait, c'est fournir la possibilité après de définir, de débrancher le modèle sur un morceau de code Java tout simple, qui nous permettra de définir le contenu de la vue en fait. Donc voilà, donc je peux commencer à faire mes parts. Donc si par exemple je veux faire deux parties, c'est comme ça qu'il faut le faire. Est-ce que je peux vous développer? Superbe. Si je veux faire deux parties, une partie pour présenter l'ensemble de mes tables et une partie pour présenter le contenu de mes tables, je vais pouvoir commencer à le faire. Si je relance,
très bien avoir ici le contenu des tables et lorsque l'on sélectionne une table, on voit le contenu de la sélection. Je voulais tirer 2 secondes pour vérifier un truc. Du coup, c'est l'éditeur de plugin Eclipse. Ouais. Maintenant, ça te permet de faire des applications complètement standalone, quoi. Ça a toujours été possible. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que Eclipse, c'est une plateforme, vraiment. Donc on le connaît tous comme IDE Java, mais en fait, c'est juste une application, la plus grosse et la plus utilisée, mais c'est juste une application. En fait, Eclipse, c'est avant tout Eclipse RCP, Rich Client Platform, et c'est une plateforme pour faire des applications. Et donc là, effectivement, je suis en train de faire une application qui n'a absolument rien à voir avec le JDT ou avec le PDT, ou je ne sais pas quel langage vous utilisez, mais je suis en train de faire ma propre application. D'accord. Voilà. Donc il sera packagé après sous la forme d'un jar et je lance et voilà. C'est ça. Donc c'est un jar qui quand même ressemble, enfin ça va être un ensemble de jars. Souvent. Fait 40 mégas. Pas spécialement. Plusieurs mégas c'est possible, mais pas spécialement. D'accord, ok. Par contre après ça va avoir vraiment la tronche d'Eclipse quand même. Quand on va packager le tout, on va avoir un exe qui lance un serveur OSGI qui lance des plugins. Donc l'application en termes de structure physique va avoir la tronche d'un Eclipse. Mais par contre, ça peut faire tout ce que l'on veut. Et d'ailleurs, Eclipse 4, l'application exemple, c'était l'agenda, un gestionnaire d'agenda, où on mettait ses contacts, on avait pompé les informations, je ne sais plus, sur son compte Google, et puis ça affichait les détails de chaque personne. C'est là où la CSS, c'est sympa. Mais après, dans les vraies applications de tous les jours... Voilà. Alors par contre, je vois le temps qui tourne. Si je veux aborder le deuxième sujet, il va falloir que j'accélère un peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un peu le résultat de mon travail que j'avais préparé pour aborder le sujet. Donc normalement, comme c'est magique, c'est un repository Git, j'ai juste à... récupérer... On fera une soirée Git aussi, hein. C'est magique. C'est magique, Git c'est magique. Le provisionnal. C'est magique, mais ça pète des fois. Ah oui, je sais ce que c'est. Ah! Je n'arrive pas à la récupérer. Tiens, entre. The following training file. Please watch. Ouais. Voilà, quoi. Bien réfléchi. Merci beaucoup. Faut encore faire des refresh tout de suite? Bah non, écoute, on est passé sur provisionnal. Donc c'est déjà rafraîchi. Donc, refresh. Quelle avancée. Ensuite, il faut faire du refresh. C'est juste qu'il fait un refresh plus rapidement que moi. C'est juste ça, par contre, Eclipse 4, ça amène aussi une bonne intégration à Git. Ceux qui suivent un petit peu l'histoire d'Eclipse ont dû voir passer la news. En fait, on va abandonner CVS, parce qu'on était encore sur CVS. Et on va passer à Git, donc du coup, les mecs de la plateforme ont mis un coup de bourse sur Git. Alors on a une intégration, faut faire un choix, il faut aimer l'interface graphique qu'ils en ont faite, mais en tout cas c'est assez réactif et ça booste bien. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble quand on finit. Je vous lance déjà l'application pour vous montrer. Voilà, donc j'ai fait ma petite application qui me présente la liste de mes tables sur lesquelles je peux me connecter et je peux afficher la liste des contenus. Donc pour faire ça, qu'est-ce que j'ai fait? On ne va rien vous cacher. J'ai fait un modèle d'application un peu plus costaud évidemment que ce que je vous ai montré. Donc on retrouve un peu la structure que j'avais commencé à mettre en place ici, avec mes deux parts stack, mes deux parts. J'ai développé des petits menus, donc effectivement dans le modèle on peut aussi définir ces menus, donc un pour quitter, un pour se connecter. Et puis des handlers, donc c'est la fameuse partie, comportementale. Pardon. Je vais y arriver. Et là c'est intéressant, donc on arrive sur du comportement de manière analogue, comme modéliser l'interface graphique très finement, c'est pas toujours très facile. Modéliser du comportement, c'est juste l'enfer. Donc c'est là où on va avoir nos points d'accroche pour débrancher sur du code Java.
cette fameuse classe URI. Et là, en fait, on va lui dire que lorsque l'on veut exécuter son handler, donc le handler, c'est quelque chose qui peut être exécuté par n'importe quel type d'action dans Eclipse, un bouton droit, une action dans la toolbar, et bien on va lancer ce code. Et donc ce code, c'est une classe Java, et là, c'est là où on en retrouve notre fameuse injection de dépendance. Donc c'est une classe Java qui est correctement annotée pour que Eclipse arrive à s'y retrouver et puisse comprendre le comportement. Donc là, c'est un handler que j'ai mis pas mal de temps à développer. Hein. Quand on fait Eclipse, on ferme le workbench. Mais voilà, donc c'est le genre de code auquel on va être amené à se confronter. Sur la partie UI, c'est un petit peu moins sexy évidemment, parce que UI ça nécessite toujours un peu plus de développement. Donc maintenant, si je vais regarder dans le contenu de mes parts, j'ai pareil, j'ai ce class URI qui me permet de hooker le contenu de la vue. Et là, on arrive sur une classe Java, pareil, donc avec deux injections de dépendance. Et puis là, on va pouvoir récupérer le conteneur graphique de la part, de la partie graphique, et commencer à développer l'interface graphique dedans. Les parties comportementales qui vont être de l'interface graphique. Donc voilà. Donc ça, c'est un exemple d'exploitation de modèle qui a été fait par la plateforme Eclipse pour simplifier un peu la vie des développeurs des plugins en faisant un modèle d'application qui va faciliter le développement d'applications et faciliter sa compréhension avec des trucs assez sympas. Ils ont permis le fait de pouvoir découper en plusieurs parties de modèle et puis en fonction de si le plugin il est là ou pas, le modèle est grossi puis l'application se développe. Donc voilà, donc là on est plutôt sur une exploitation runtime, hein. On fait notre modèle, on donne un moteur de rendering, il interprète les choses et il fait l'interprétation graphique de la conf. Ça va? N'hésitez pas à poser des questions. Je pourrais répondre après aussi si vous voulez. Donc ça c'est la première façon d'utiliser les modèles. Juste pour vous donner un autre exemple, ce qu'on a fait nous pour un client, c'était un configurateur d'offres. Donc c'était pour une assurance et en fait globalement ce qu'il voulait c'est pouvoir permettre à ses utilisateurs de choisir tous les produits d'une assurance, enfin que l'assurance proposait, et puis de faire des offres, de faire des assemblages d'offres, des tests, des trucs, et puis quand ça marchait, ils poussaient en production, quoi. Et tout ça, on l'aura fait avec un modèle. Donc il y avait un modèle qui listait tous les produits de l'assurance, un modèle qui prélistait toutes les typos, et puis il faisait leur petits assemblages, il balançait, ça allait directement dans un moteur de règles qui crachait les offres sur les postes terminaux. Voilà. Après, donc la deuxième grande exploitation, c'est celle qui est un petit peu plus connue parce que c'est le Graal, hein, la génération de code, on nous en vend toujours à tort et à travers. Et voilà, et c'est pas toujours facile à utiliser. Donc moi je vais vous présenter Axeo, qui est donc un des produits qu'on développe, qui est donc un générateur open source, qui permet donc de prendre des modèles et de générer du code, de n'importe quel type, depuis le modèle qu'on a préinventé. Donc des générateurs, il y en a eu beaucoup, des plus ou moins réussis. Il y a eu des grandes époques, hein. Alors, il y a eu les premiers ateliers où ils pouvaient seulement faire du scripting sur des boîtes graphiques et c'était un petit peu chaud. C'est comme ça que mes patrons ont commencé. Il y a eu après une deuxième catégorie où là les générateurs commençaient à prendre du ML en entrée puis à cracher des choses, et puis maintenant on est sur des trucs un petit peu plus sympas, un petit peu mieux foutus et qui ont l'avantage d'être facilement utilisables par tout le monde, quoi. Donc voilà, donc là c'est Axeo qui est développé par OBO. Donc c'est dans Eclipse directement, donc c'est ça qui est intéressant. Quand vous le téléchargez, vous l'avez directement dans la liste des applications disponibles.
Et voilà. L'idée ici, c'est de fournir un outillage qui peut être facilement mis en œuvre et qui permet en fait de faire un gain de productivité. Alors, nous, l'approche qu'on a, c'est de dire on va pas tout générer, on va pas être dans une génération à 100%, de toute façon, ça va pas marcher, c'est vrai. On va essayer juste de faire des générateurs qui vont vite à développer et qui vont soulager sur les tâches un peu chiantes. Donc c'est là où je vais pouvoir prendre mon fer de lance de J2E, où on fait toujours des confs un peu chiantes, des AO, des couches et des couches et des couches. Et souvent c'est du code non intelligent, c'est vraiment des choses, c'est pratique pour la modularité, enfin chacun y voit son intérêt, mais par contre c'est vrai pour le développeur final, devoir se taper, venir le matin et commencer à se taper ses 80 DAO, repartir le soir et savoir que le lendemain ça va être la même chose, c'est un peu pénible. Donc c'est plutôt ce genre de problématique qu'on essaye d'éliminer, enfin de simplifier dans la vie de tous les jours du développeur. Après, ça a quand même deux avantages, on arrive à le vendre aux décideurs pressés. Ce qui est quand même intéressant, c'est que du coup, dans un générateur, on va pouvoir capitaliser des bonnes pratiques. Donc il y a toujours un mec qui a beaucoup tripatouillé les techniques, qui sait comment bien configurer les frameworks techniques qu'on lui met entre les mains. Et c'est bien de pouvoir capitaliser ce savoir, qu'il ne soit pas obligé de passer à chaque fois par tout le monde en disant c'est pas comme ça qu'on configure. Donc avec un générateur de code, on va pouvoir capitaliser ce genre de choses. Faciliter l'assemblage de bibliothèques hétérogènes, ça c'est typiquement, c'est pareil, ça va être dans des confs, quand on utilise tel framework et tel framework, il faut mettre tel fichier de conf, et puis il faut bien mettre cette ligne-là. On a pas mal de problèmes sur JavaScript en ce moment, où il faut gérer si c'est Firefox, machin, du. Et si on utilise tel framework, c'est l'enfer, il faut configurer comme ça. Donc tout ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on va pouvoir mettre dans le générateur de code, et avec le modèle, on va dire, moi j'utilise tel framework et tel framework, et le générateur va savoir qu'il va falloir coder ces parties-là aux bons endroits. Et ça, c'est une expérience que j'en ai faite moi-même, d'aider l'intégration des développeurs à un projet. Typiquement, moi quand je suis arrivé à OVO, je ne savais pas du tout développer du J2E, des trucs comme ça. Par contre, il y avait déjà des générateurs sur étagère. Qu'on m'a filé en maintenance, et en les utilisant et à force de les manipuler, de les améliorer et tout, j'ai appris, mine de rien, la techno cible. Donc c'est pas mal aussi de faire des générateurs de code sur l'architecture d'un projet, et quand les nouveaux arrivent dessus, ils utilisent dans un premier temps le générateur, ils voient un petit peu comment c'est foutu, ils voient comment ça s'utilise, les projets, les libs toujours un peu chiantes, Hibernate, Scream, des choses comme ça. Et petit à petit, ils vont se faire la main dessus, tout en réduisant la perte de temps. C'est-à-dire que ça va avoir un coût zéro d'intégrer quelqu'un, hein, ça c'est vrai. Mais au moins, ça va aider le gars à monter en compétence sur le sujet. Donc c'est des choses comme ça qu'on peut trouver dans les générateurs de code. Et donc, à quoi ça ressemble un générateur de code? Il me reste 20 minutes. À quoi ça ressemble? Eh bien, je vais vous en faire un. Je pense que c'est bon. Donc voilà, à nouveau, ça me crée un projet. Et dedans, en fait, pour l'instant, évidemment, c'est un projet vide. Hein, tout bon projet qui démarre, il commence par le vide. Et donc, en fait, le module de génération, ça va être un ensemble de templates. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est un peu inspiré de la philosophie JSP, ce genre de choses. On va faire des modules de génération où on va définir des templates qui vont mixer des zones de code statiques. On va dire, forcément, en tête d'une page HTML, on va avoir un HTML id, machin. Et puis, il y a des zones de code dynamique où on va aller pomper de l'information dans le modèle qu'on prend en entrée, et on va afficher, on va générer un morceau de code lié au modèle qu'on a pris en entrée. Du coup, on peut faire un module. Et donc là, arrivent quelques petites questions qu'il faut quand même se poser. Donc je vous dis, on va prendre un modèle en entrée. C'est la question de quel modèle. Des modèles, il y en a
fabriquer. Donc les plus connus, c'est UML, c'est BPMN, ce genre de choses. Et puis on peut faire ses propres modèles, donc là c'est pas le sujet, je vais pas trop rentrer dans le détail, mais justement avec les technologies Eclipse, on peut s'amuser à faire son propre langage qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus adapté à notre problématique. Là typiquement dans mon environnement, si je dis pas de bêtises, j'ai un petit modèle qui m'aide à décrire les bases de données. Enfin, plus que les bases de données, c'est les entités persistantes. Donc un système de, j'ai des classes, j'ai des attributs, et puis sur mes attributs, je peux définir si mes classes sont historisées ou pas, ce genre de joyeuseté. Donc du coup, je vais pouvoir faire un générateur depuis ce modèle, qui s'appelle Entity. Voilà. Et voilà. Je ne peux pas partir maintenant. Donc voilà, donc ça ressemble à ça dans un premier temps, pareil, hein, comme le projet est bien vide, le template est bien vide. Donc ce qu'on va définir dans un template, c'est, pour schématiser, la tête d'un fichier tel qu'on veut le générer, quoi. Donc on va commencer par définir le nom du fichier qu'on va vouloir générer. Et après, on va pouvoir définir la tête de notre fichier. Donc moi j'aime bien générer du HTML, c'est quelque chose que je sais faire très simplement. Donc on va pouvoir commencer à dire, si depuis une entité je veux générer du HTML, déjà ça va se commencer par une balise ouvrante et une balise fermante HTML. On va avoir notre header. Et puis on aura un body qu'on définira un peu plus tard. Voilà. Donc voilà, donc j'ai mon premier générateur d'HTML qui est assez statique, hein, qui, quelle que soit la chose qu'il prend en entrée, va générer systématiquement la même chose. Donc je vais pouvoir déjà commencer à essayer de le lancer. Pour lancer un générateur, on a besoin d'un template qui est un peu particulier, qui s'appelle un main. Hop là. Non, je vais pouvoir le faire. Décidément, je me fais une petite grosse-attitude. Je vais chercher. Donc vous voyez, hein, quand je vous dis qu'il y a des modèles, il y en a tout un tas, je ne vous mens pas. J'ai perdu mon curseur, j'arrive pas à bien voir sur le projecteur. Mais je galère un peu. Voilà. Donc, voilà, depuis en haut. Les guillemets sont pas donnés par le mail. Comment? T'as pas des guillemets pour le mail? Non, non. Ah, oh, c'est fini ça. okay. On a le taille trop vite. On a fait faux bon. Ouais, quelque chose de mal. Voilà. Voilà. C'était un guillemet mal placé. C'était pas loin. Et donc après, vous avez un petit langage de template. Donc je vais pas trop m'attarder sur le sujet.
choisir généralement mon fichier pour chaque entité. Voilà. Entity. C'est bon. Voilà. Et une petite configuration pour la forme. Et nous avons normalement une deuxième configuration de la forme. Voilà, comme ça. Donc c'est plus rouge, ça compile. On va pouvoir lancer notre générateur. Donc ici, j'ai un petit descripteur de base, comme je vous le disais, qui est ici. Donc globalement, qu'est-ce que je dis? Je dis, voilà, j'ai deux entités persistantes. Une qui représente un utilisateur, donc qui a un nom, un prénom et un âge. Et une deuxième qui représente des messages de blog, par exemple. Donc on a une date pour le message et le contenu du message en lui-même. Donc j'ai deux entités. Je peux lancer mon générateur dessus. Pour cela, j'ai juste à lui donner le modèle à utiliser, l'endroit où générer, à la racine du projet, et je vais pouvoir lancer. Donc voilà, donc j'ai lancé une première génération, et dans mon exemple, je vais avoir mon démo.txt avec mon superbe fichier HTML avec la faute de frappe que je n'avais pas fait gaffe. Donc avec un body qui s'ouvre, un BD, au moins ça permet de prouver que c'est pas un générateur précablé. Donc voilà, donc c'est très statique et puis je ne sais pas si vous avez remarqué, on a deux entités, par contre ça n'est généré avec qu'un seul fichier. Et pour cause, parce que dans mon module de génération, je lui ai dit d'appeler tous mes fichiers démo.txt. Donc voilà, les deux entités, j'ai généré deux fois le fichier démo.txt. Donc c'est là où on va pouvoir commencer à aller taper dans les informations du modèle pour essayer de rendre les choses un petit peu plus dynamiques. Déjà, on va peut-être pas faire du TXT mais du HTML. Et puis on va pouvoir aller chercher le nom de l'entité par exemple. On va éviter de plutôt nommer notre fichier par le nom de l'entité .html. On relance. Et là, du coup, maintenant, on a deux fichiers HTML qui apparaissent. Un user HTML et un message.html. Et étant donné que je n'ai toujours pas je n'ai toujours pas corrigé ma faute de frappe, normalement, je dois avoir mes superbes BD. Ouvre avec IE, ils sont fous. Avec IE? Ah, sous Ubuntu, j'ai galère avec ça. besoin de tag HTML dans Linux. Voilà. Ah oui, t'es sous Linux. Ouais. Ah, sous Ubuntu, je suis un peu galère. Ouais, t'es pénard. Donc je corrige ma faute de frappe et puis on peut commencer à imaginer remplir le body. Hop là, bien donc, qu'est-ce que c'est que ça? Je peux déjà commencer par faire un voici l'entité et on fichier. Et puis après ici, faire une itération.
voilà, donc ici on a un petit langage pour se balader dans le modèle et pour générer ce que l'on veut. Donc, par exemple, je peux faire une superbe liste avec la liste de tous mes attributs. Et non, je n'ai pas la complétion avec ma tête encore. Et là, on va mettre le nom de l'attribut par exemple. Tac. Ça s'appelle la TT tout court. Et on va pouvoir relancer. Et donc là, maintenant, j'ai un super fichier HTML qui contient ce coup-ci une liste avec la liste de mes attributs. Bon, je ne vais pas continuer comme ça, vous voyez à peu près la démarche. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire des générateurs de code très facilement pour permettre aux gens de diminuer la dose de code avec les chiens, parce que bon, encore générer une page HTML comme ça va, mais on peut se projeter sur des choses un petit peu plus complexes. Je vais juste vous montrer par exemple ce à quoi ça ressemble si on met en place quelque chose d'un peu plus costaud. Donc si je reprends mon modèle d'entité, et ce coup-ci j'appelle un générateur pré-câblé qui me génère du Hibernate, là ce coup-ci il va me produire tout un ensemble de fichiers qui va me câbler une architecture Hibernate. Donc je vais avoir ici l'implémentation Java de mes entités, la mise en place de Factory DAO par exemple, les configurations, alors moi je fais encore du Hibernate à Baba et du XML, donc les configurations XML d'Hibernate qui sont toujours très pénibles à mettre en œuvre, et enfin mon DAO implémenté en Hibernate qui utilise les sessions et qui va bien. Donc voilà, c'est déjà des choses qui sont un petit peu plus costaudes, hein, on est un petit peu plus loin de mon Hello World dans HTML. Et quand même, ça permet de faire des choses sympas, donc c'est typiquement avec ce genre de générateur que j'ai pu monter en compétence sur Hibernate. Ça a quand même une vraie plus-value à ce niveau-là. Voilà. Hop là, bon. Je me fais un teasing. Donc voilà, donc, on a fait un network où on a mis plein de générateurs de techno, donc typiquement on est quand même très orienté Java de notre côté. On a quelqu'un qui est en train de nous commiter des générateurs PHP. Voilà, mais ce qui est intéressant, c'est que comme Axéo peut générer n'importe quoi, à partir du moment où c'est du texte, c'est sympa de pouvoir capitaliser des modules. Et je ne dis pas que si un jour le temps si on me laisse le temps, je ne fasse pas d'autres techno. On avait un générateur Python qui était sympa à partir d'un pseudo-diagramme de classe. On a tout un ensemble de modules comme ça où on peut s'amuser. Comment? Oui, bien sûr, c'est ouvert. C'est complètement ouvert, donc on préfère faire de l'open source. Hein. Tout ce qui de notre côté est open source. Les gens peuvent venir fermer, puis faire des modalités de paiement, enfin ça on peut savoir. Mais globalement, tout le monde peut déposer. Voilà. Oh, je suis pas mal. Donc sur ces deux sujets, je vous ai mis quelques liens, donc c'est pareil, le temps que je trouve la licence qui va bien pour ce truc-là, je le mettrai à disposition pour tout le monde, vous filerai les slides, les liens, enfin c'est mieux que vous filera les infos. Sur les parties Eclipse 4, évidemment il y a le wiki du projet en lui-même. J'ai pointé typiquement le blog de Tom Schindel, donc c'est l'un des mecs qui a fait Eclipse 4 et c'est un mec assez intéressant, il fait toujours des petits points sympas. Et Lars Vogel, c'est un de nos évangélistes dans Eclipse qui fait plein de tutos sur plein de sujets. C'est pas mal, donc c'est là-dessus que je me suis appuyé pour faire ce tuto Eclipse 4. Hein. Et sur Axéo, le site et le wiki du projet, le site OBO si vous avez besoin, et puis le lien sur le network. Voilà, donc bon après tout ça c'est des projets open source, vous avez de la doc à foison, hein, que ce soit sur l'un ou sur l'autre des sujets. Les gens aiment bien parler dessus, donc à peu près. Voilà, il nous reste exactement 3 minutes. 3 minutes et un pot pour répondre à vos questions si vous en avez. Est-ce qu'au niveau de Jeff, ils ont cette
pense pouvoir outiller avec modèle graphiquement. C'est plutôt GMF. Ouais, ça existe encore. C'était vachement pas mature il y a 3-4 ans. C'était vachement pas mature. Et maintenant Alors, GMF, c'est le cas le plus compliqué. Merci pour la question. Alors, GMF, ce qui s'est passé, c'est que ça a été un projet open source qui a été mis en place par Borland. Où il s'était dit on va faire plein de pognon avec des moteurs graphiques, ça va être génial. Et puis la crise est passée par là, Borland s'est quasiment cassé le nez. Et puis ils se sont dit, petit 1, tout ce que vous faites en open source, on arrête. Donc c'est là où les gens ont un peu, sont un peu galérés parce qu'il n'y a plus personne pour maintenir le projet. Eclipse, c'est une communauté assez sympa, mais c'est une communauté qui est vachement faite pour les gens qui veulent faire du pognon dessus. Donc l'idée, c'est que les projets sont souvent maintenus par un contributeur principal, puis quand il part, après, c'est un petit peu la transition un peu difficile. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que depuis cette année, ça a été justement repris par plusieurs committeurs. Et donc, ils ont fait un tout nouveau tooling pour faire des moteurs graphiques. Mais par contre, je ne veux pas plus en parler, on n'a pas encore essayé. Mais le projet a un rebond là, donc on est assez confiant là-dessus. Ce que je voyais, enfin, je me demandais, quand on voyait des éditeurs justement pour appliquer sur le modèle, si par contre, à côté de ça, ils avaient fait justement des générations automatiques d'outillage par exemple de modèle, plus sous base de formulaire, un truc comme ça. À base de formulaire, oui, je peux en parler. Voilà. Je peux en parler, ça s'appelle le projet IF, je connais vachement bien le Project Lead, c'est moi. Donc oui, on a fait un projet comme ça, donc, qui s'appelle IF, EEF, et qui vise en fait depuis une description de modèle à créer des éditeurs type formulaire. C'est un peu la tronche de Access, pour vous en donner une idée. Et donc pour saisir les modèles, ça donne un peu des modèles comme ça. Donc le modèle de Eclipse 4, il n'a pas été fait avec IF, mais c'est tout à fait le genre d'éditeur qu'on peut faire avec. Donc voilà, donc il y a cette partie-là, GMF qui fait des boîtes et des traits. Ils ont fait aussi Xtext qui est plutôt orienté grammaire, donc on peut saisir ces modèles sous forme de texte. Et par contre, ça fait une abstraction. Un éditeur type Java, quoi, mais avec un langage bien à soi. Et typiquement, ils l'ont fait avec Xtend, qui est un langage qu'ils veulent pousser comme langage sur la JVM. Donc en plus, avec les Scala, les Groovy, ils veulent tenter leur chance et ils sont utilisés leur projet Xtend. Quoi qu'il en soit, l'outillage est bon. Par contre, le langage, je ne sais pas, tout ce langage sur la JVM, je suis un peu suspicieux, mais en tout cas, le projet est bien et tombe bien. Mes chers amis allemands. Voilà, donc typiquement sur ces aspects-là, ouais, ça bouge pas mal. Alors c'est assez particulier, on avait regardé un petit peu. Donc Eclipse a mis en place plein d'indicateurs, quoi. Et les aspects de modélisation, c'est le projet le plus vivant dans Eclipse parce que y a plein de gens qui vont de leur patte. Après, ça reste Eclipse, donc c'est un modèle très en bazar. Hein. Donc c'est assez facile de rentrer dedans, c'est pas très dur. C'est pas très dur de comité, de proposer des projets. Après, le problème, c'est que pour les utilisateurs finaux, il faut faire le tri. Du coup, il va y avoir Allegra. Tout à l'heure, on parlait d'un peu iOS face Android. C'est un peu clavier Android. C'est vraiment, tout le monde y va de sa patte. Il y a pas mal de chercheurs qui tentent. Alors, il y a des chercheurs qui amènent des trucs très bien, puis il y en a d'autres, je sais pas. ils ont voulu pousser un truc et puis ils disparaissent de la circulation. Donc, c'est tout le problème, c'est qu'il faut faire le tri dans les clips. D'ailleurs, l'éditeur alors, ça s'appelle Papyrus maintenant, donc ça s'appelle Papyrus. C'est nos amis du CE, parce que si c'est le commissariat à l'énergie atomique français qui fait le moteur UML pour Eclipse. Oui, il faut croire qu'ils ont de l'argent. Donc Papyrus, que dire c'est un projet qui était très bien au départ, qui a décidé de devenir le projet officiel d'Eclipse, et là ils ont subi une espèce d'énorme traversée du désert, où là c'est devenu l'éditeur le pire au monde, probablement. Et pourtant, Dieu sait qu'il y en a des terribles. Et là, je pense que petit à petit, on recommence à reprendre un peu le dessus, parce que c'est quelque chose d'assez clé. En fait, Papyrus, c'est un projet qui ne peut pas échouer. On avait expliqué ça comme ça. Parce que je leur avais dit, quand on voit ce qu'ils sont en train de faire, ils vont échouer quand même. Non, ça ne peut pas échouer. Il y a beaucoup de monde derrière, ça ne peut pas échouer. Quoi qu'il en soit, Papyrus, ça réussira. Donc apparemment, ça s'améliore un peu. En fait, petit à petit, on commence un peu à le secouer, et ça commence à aller mieux. Pour les sons modèles, c'est plus par soit IF, soit les éditeurs dans le son de base. Ouais, alors après, nous, on a tout un ensemble. Nous, on a fait une surcouche HTML pour faire des modèles graphiques plus simplement. On a aussi un moteur UML qui est gratuit à l'utilisation,
qu'on a fait avec notre surcouche graphique GMF. Donc en fait, on s'équipe de notre côté dans ça. Par contre, si on devait proposer quelque chose, ouais, au bout d'un moment, je pense que maintenant, il faut parler de Papyrus, quoi. Jusqu'à présent, il fallait parler de Topcase. Donc, le deuxième plus gros modeleur UML sous Eclipse, c'est Topcase, que si c'est Airbus. C'est encore français. Il faut croire qu'on est bien UML. Qui tourne pas mal, hein, même qui tourne pas mal. Alors, normalement, Airbus a abandonné Topcase au profit de Papyrus. Elle a dit on va aider, on va rejoindre nos petits amis du CEA. C'est quand même con que les deux modeleurs soient français et qu'on se tire un peu la bourre. Donc, normalement, ils sont rassemblés, ils ont arrêté le développement de Topcase. Et pour tout ça, pour aller dans Papyrus. Et donc, on va espérer qu'à la fin, ça fait quelque chose de bien. Donc là, je peux pas trop en parler, je sais pas trop où ça en est. Je sais qu'à chaque fois qu'on essaie, ça s'améliore. Avant, on mettait à peu près 15 secondes à le faire bugger. La dernière fois, j'ai bien mis 5-6 minutes en commençant à faire des trucs vraiment très méchants. Donc ça, quand même, ça s'améliore. Et ils sont déjà sous Eclipse 4 Non, ils y sont pas. Ah, et ils y sont pas, et pour la bonne raison que Gef n'y est pas. Donc déjà, enfin, vraiment la première couche de base, et EMF n'y est pas non plus. Non. Alors c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que Eclipse 4 utilise EMF, mais EMF n'est pas sur Eclipse. Donc Axeléo n'est pas sur Eclipse 4. On a fait un prototypage. Mais on l'a fait beaucoup en avance de phase, et c'était un petit peu compliqué. Alors, on peut en parler, hein, enfin, on peut s'amuser longtemps, parce qu'après, ce qui s'est passé, c'est que quand les gens sont arrivés sur Eclipse 4, ils ont dit très bien, maintenant on va faire Eclipse 4, rupture de compatibilité, tout le monde s'aligne. Et puis IBM a dit non. Ils ont dit on va faire une couche de compatibilité. Et donc en fait, actuellement, tout le monde utilise la couche de compatibilité. Et l'idée, c'est de migrer petit à petit les applications sur la plateforme totalement pure Eclipse 4 et virer cette couche de compatibilité qui permet encore d'avoir des plugins Eclipse 3 qui tournent sur Eclipse 4. Donc pour l'instant, Juno, tout sort sur Eclipse 4, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a réellement sur Eclipse 4 Il n'y a pas grand-chose. C'est assez jeune. Ça marche bien, Comment ce stock de compatibilité, ça marche bien? Ça marche bien, ouais. De façon assez surprenante. J'avoue que quand ils ont sorti, nous, VO, on a quand même on fait une quinzaine de projets dans Eclipse. Donc quand ils ont dit, maintenant, ce sera les couches de compatibilité, on a eu peur et on a essayé, et en fait, non, si, ça marche bien. Mais ils avaient une grosse pression, les gars, parce que malgré que IBM ralentisse un peu sur Eclipse, on estime qu'ils ont entre 200 et 300 produits sur Eclipse, quoi. Donc ils peuvent pas, ils ont une bonne pression et ils savent bien appuyer là où ça fait mal si jamais ça marche. Donc oui, ça marche bien. Vous lancez Juno, c'est je pense le truc le plus moche. Là je vous ai lancé un Juno où j'ai réutilisé le thème de base, mais c'est le truc le plus moche au monde. Franchement, je sais pas comment ils ont fait pour faire quelque chose d'aussi moche. Mais sinon à côté de ça, ça tourne bien. Les plugins qui étaient avant tournent bien. Il n'y a pas de problème dessus. Ok, on va continuer en... Merci. Merci beaucoup. Merci.